ordre des médias qui non conformes de cesser toute activité, sinon ils encourent des sanctions. Quelle est la nature de ces sanctions? Alors, le Code de la presse énonce plusieurs types de sanctions. Je vais vaguement les énoncer. Il y a des sanctions qui concernent des amendes. Je pense que les amendes vont de 100 à 500 000 francs pour tout directeur ou rédacteur en chef qui ne remplit pas les critères, ou pour tout média qui a un rédacteur en chef ou un dire-public qui ne remplit pas les critères. Le Code de la presse énonce dans les articles 192 et 193 les sanctions administratives. 192 concerne bien entendu les circonstances exceptionnelles où on pense qu'un média, dans les contenus de ses messages, pose des problèmes à la sécurité nationale ou à la souveraineté, quand les messages sont subversifs. Et là, il dit l'autorité administrative compétente, et ici, ce n'est même pas le ministre, même un gouverneur dans une localité, quand un média relaie des informations qui peuvent porter préjudice à la sécurité, terroriste ou on appelle à l'insurrection ou etc., peut tout simplement aller saisir l'émetteur ou saisir le matériel. Et donc le média concerné, il y a des moyens de recours dans le pays, s'il se sent lésé dans ses droits, peut saisir la juridiction et dire non, le message, ce n'est pas du terrorisme, c'était de la sensibilisation, rendez-moi mon matériel. C'est des voies légales. Il y a des dispositions additionnelles qui concernent également les médias en ligne. Aujourd'hui, les médias en ligne qui sont sous un régime déclaratif de conformité, qui, si elles ne sont pas conformes, le Code de la presse, dans la partie des sanctions, stipule que l'autorité administrative, le ministre de tutelle, peut saisir les fournisseurs d'accès à Internet et leur demander de procéder au blocage de ces médias-là et d'en informer le régulateur, l'ARTP des télécommunications et des postes. Donc c'est pareil, le ministre n'a pas ordonné, le ministre a traduit le chapitre sanctions administratives en arrêté. Et je rappelle que quand on rédigeait ce code de la presse, lui, il était en France, il était ingénieur chez SFR, moi, j'étais aux Nations Unies, et lorsque les acteurs des médias faisaient les assises des médias pour demander l'application des dispositions du code de la presse, les acteurs qui sont là et qui aident les médias à avoir un assainissement ou les réformes, n'étaient pas là. Certains même étaient en détention. Monsieur dernière Koboy, question. Il faut qu'on fasse un résumé en Wolof. Le budget du Sénégal de 2021 est déjà porté pour 2024, qui est 1 milliard 200. Vous voulez savoir maintenant, qu'est-ce qui va se passer ça? Quel est le mécanisme déjà que le ministre pour que le milliard 200 qui a été porté, pour qu'il soit porté à 2025? Est-ce que vous allez d'abord donner le milliard 200 qui est 200 ou bien vous allez aborder déjà à 2025? Ça, c'est pour la restructuration déjà de 12 médias, 400 millions déjà pour la restructuration. Ça va des critères déjà de choix de ces médias. Merci beaucoup. Donc, pour le dernier point, vous aurez les informations demain. Je ne vais pas briser l'embargo. Comme ça, on vous invite en masse. Il y aura une grande présentation des experts financiers en entreprise de l'ADPME eux-mêmes qui diront tout le processus. Ils sont passés par le CEDEPS. C'est le CEDEPS qui a lancé une annonce pour tous les patrons de presse. Certains étaient intéressés, d'autres ont décliné parce qu'il y avait des vérifications à faire, il y avait des audits à faire au sein même de ces entreprises. Ils ont envoyé des inspecteurs qui sont venus rencontrer les patrons. Avez-vous une comptabilité? Avez-vous un bilan financier? Bon, on comprend que tout le monde ne veut pas qu'on fouille dans son armoire financière. Donc, voilà. Mais demain, tout cela va se dire. La deuxième question, c'est sur le fonds d'appui au développement de la presse. J'avoue que je n'ai pas très bien compris, mais je vais essayer d'expliquer. Vous dites que l'enveloppe est passée de 1,9 milliard à 2,7 milliards et que dans la loi de finances initiale, il est déjà, l'écriture budgétaire, c'est déjà 1,9 milliard. C'est bien cela? L'année dernière, vous voulez dire? Bon, vous savez que l'année dernière, le FADP, dans les conditions dans lesquelles nous l'avons trouvé, moi, en tout cas, et ça, c'était ma responsabilité personnelle, quand je suis arrivé, j'ai dit au ministre,
je ne veux pas être administrateur de ce fonds. Parce que là, le décret portant organisation du FADP tel que rédigé stipule que l'administrateur est en même temps administrateur de crédit et ordonnateur de dépenses. Ce qui est une violation des dispositions universelles de transparence financière et de finances publiques. On ne peut pas être administrateur de crédit et ordonnateur de dépenses. Ça veut dire que vous détenez l'argent dans cette poche et c'est vous-même qui décidez de comment l'exécuter. Qui va vous contrôler? Premier élément. Deuxième élément, aucune cartographie des médias. On ne sait pas qui a une vraie entreprise de presse et qui n'en a pas. Et de ce point de vue-là, sur quels critères, sur quelle base on allait répartir l'enveloppe? Ça veut dire lancer le FADP en 2023, c'était à coup sûr prendre le risque en 2024, courir le risque de se faire rattraper par un rapport ou un audit. Et d'ailleurs, c'est important que je le rappelle, l'audit des IGE en cours sera bientôt disponible, mais un élément factuel très simple, c'est que 45% du FADP de 2023 n'allait pas aux entreprises de presse. Il est vrai que dans le décret, il y a des lignes formation, il y a des lignes subventions d'activité, mais quand un fonds est créé pour que l'enveloppe soit majoritairement utilisée pour appuyer les entreprises et que près de la moitié ne va pas vers ces entreprises, ça veut dire qu'il y a une problématique fondamentale de gestion de ces fonds et de destination. Donc, le mécanisme de transparence, c'est des mécanismes additionnels de contrôle. Donc, d'abord, sur la formation professionnelle, les jeunes reporters vont rejoindre le conseil de gestion avec le CESTI pour permettre d'avoir une visibilité sur les curricula. Et les curricula que nous voulons créer pour la formation, c'est de créer une alternative progressive sur le phénomène des chroniqueurs. Aujourd'hui, pour être dans un média, collecter, traiter et diffuser l'information, on est d'accord qu'il faut avoir le minimum de formation journalistique. Aujourd'hui, si on est dans un média et vouloir faire une analyse juridique, économique, sur l'agriculture, la santé, on est d'accord qu'il faut avoir le minimum d'expertise et de certification en droit, en économie, en santé, en agriculture. Donc l'objectif, c'est de créer des passerelles avec des formations en alternance pour que les journalistes qui, la plupart du temps, ont un cycle d'enseignement universitaire général Bac+3, puissent poursuivre leur formation et se spécialiser dans un domaine spécifique et pouvoir progressivement substituer aux chroniqueurs informels des chroniqueurs professionnels et relever la qualité de l'info. Et pour clôturer cette parenthèse, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète rapidement, le mécanisme de phase pilote de la restructuration financière de la DPME sera dupliqué au FADP. Ça veut dire que demain, celui qui aura 1 centime de denier du FADP pour acheter une batterie Duracell pour sa caméra, il devra pouvoir justifier de cette utilisation parce que c'est des deniers publics. Donc, le dernier point, globalement, c'est qu'il y a des mécanismes en finances publiques. Ce n'est pas grave si la loi de finances commence avec un montant en écriture budgétaire. En milieu d'année, il y a chaque fois ce qu'on appelle des conférences budgétaires entre les différents responsables de programmes qui sommes nous-mêmes, les directeurs au niveau de l'administration centrale dans les ministères, qui ont des conférences budgétaires avec les DAGE d'abord et avec la direction du budget et qui viennent sur la base des informations qu'ils ont en ressources additionnelles ou en écriture budgétaire à avoir ou en mesures nouvelles à avoir ou en crédit nouveau à avoir, sur la base des justifications de recettes, demander une revalorisation. Et puisque, entre-temps, l'arrêté fixant les redevances a été pris, des médias sont allés verser au Trésor des montants additionnels pour se conformer, ces recettes-là, en finances publiques, c'est des recettes spéciales qui échappent à l'universalité des impôts. Parce que l'impôt, tu prends n'importe quel impôt, ça va alimenter le budget général et on ne flèche pas l'orientation des recettes à des dépenses. Mais il y a une exception et c'est les recettes spéciales et les redevances rentrent dans ces recettes spéciales. Donc puisqu'on a 4 milliards et plus même de recettes spéciales mobilisées entre-temps et qu'il y a le texte qui régit la fourchette de répartition, très simplement, le montant de cette fourchette vient renforcer le crédit initial en écriture budgétaire et c'est cela qui intervient dans la loi de finances rectificative au second semestre pour la valorisation de l'enveloppe. Et donc, c'est l'ensemble de ces procédures en cours entre la révision du conseil de gestion, la révision de la place de l'administrateur, la révision de l'enveloppe financière qui font que, juridiquement et légalement, il n'y avait aucun mécanisme qui permettait de décaisser tout de suite ou de faire fonctionner le FADP dans l'immédiat. Et le dernier élément également, c'est que si vous êtes patron de presse, pendant une décennie, vous faites face aux mêmes difficultés. Vous le dites partout, sur tous les toits. Chaque fin d'année, vous êtes obligé de venir demander un effacement fiscal.
ça veut dire qu'il y a un problème substantiel de business management et de modèle économique. Mais si vous voulez qu'on vous appuie pour que votre modèle change, vous devez accepter qu'il y ait une phase de restructuration. Et souvent, les phases de restructuration, c'est 1 année à 2 ans à 3 ans. Donc, pour être conséquent, vous ne pouvez pas dire que le modèle depuis 10 ans n'est pas bon et qu'un nouveau régime arrive et qu'il essaie d'appliquer un modèle innovant pour vous garantir votre viabilité économique et vous dites non, il faut qu'on retourne vers l'ancien modèle, vous êtes en train de nous asphyxier. C'est pas cohérent. Et donc, c'est pour cela que nous, on reste en conformité avec l'ensemble de ce que les textes disent et on essaie de s'adjoindre l'expertise d'acteurs du secteur de la restructuration des emprises, qu'est l'ADPME, pour poursuivre dans cette démarche. Et je rappelle que demain, c'est eux qui sont signataires de ces enveloppes-là, donc, et c'est eux qui vont bénéficier de cette première enveloppe. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse une transition en Wolof, c'est ça? Ça veut dire que